Alors moi, je vais vous parler de poser des questions. Eh oui, parce que poser des questions, assez compliqué. À la fois, c'est que on a appris quand on a appris le business, on a appris qu'il fallait poser des questions, hein, que à demander, on ne risquait que d'être exaucé. Mais en même temps, euh, on a appris qu'il y avait des questions qu'il fallait pas poser. La première question, c'est la question dite casque lourd. Alors c'est là qu'on voit ceux qui ont fait leur service militaire et les autres. La question casque lourd, c'est la question qui se pose quand le lieutenant a face à lui sa troupe et il leur dit, bon, ben, pour demain, vous préparez vos affaires, vous faites un sac, vous mettez ça dedans et ça et ça et ça et ça. Et là, il y a l'idiot là tout au fond qui pose la question, est-ce qu'il faut emporter le casque lourd? Alors pour vous, ça a l'air de rien, hein, mais c'est un peu comme si on vous disait, est-ce qu'on met une enclume dans dans le sac? Et en général, il y a tous les autres qui regardent en faisant, mais c'est pas possible. Mais il fallait qu'il pose une question comme ça. Le lieutenant allait oublier de nous dire d'emmener l'enclume. De toute façon, l'enclume, on ne va pas l'utiliser, mais à cause de lui, on a une enclume dans le sac. Et alors, ça tient en fait de deux problèmes. Du problème de projeter ses peurs et du problème d'agnant. Alors, projeter ses peurs, je vais vous donner un exemple très très simple. Vous êtes en voiture et vous prenez votre virage un peu large et vous voyez le poteau dans lequel vous allez accrocher votre voiture. Et bien, si vous regardez le poteau, vous êtes sûr de l'avoir. Si vous regardez la route où vous voulez aller, vous risquez de passer. On est tétanisé par ce dont on craint. Il y a un autre effet là-dedans, c'est l'effet Streisand. Vous connaissez tous Barbara Streisand. Eh bien, elle a mis, enfin, on a nommé d'après elle un effet assez documenté en psychologie, l'effet Streisand. C'est un phénomène dans lequel, en voulant cacher quelque chose, en tentant de masquer quelque chose, on l'expose aux yeux de tout le monde. Donc, en l'occurrence, Barbara Streisand avait tenté d'empêcher les gens de voir sa maison sur le bord de la mer qu'un photographe avait photographié en passant avec son avion. Eh ben, ce que ça conduit, cette volonté de masquer, de cacher cette photo, c'est qu'il y a 700 000 personnes qui sont allées le voir la semaine suivante. Well done. Donc les questions, ça peut être un peu le problème. Un, on a peur on a peur de quelque chose, on veut le cacher, on va faire l'effet inverse. Alors le deuxième effet, c'est l'effet Agnan. Bien sûr, vous connaissez tous Agnan. Hein, c'est, les plus anciens d'entre nous le connaissent sous cette forme-là. Donc Agnan, c'est le premier de la classe dans les aventures du petit Nicolas. Et Agnan, il va constamment essayer de montrer qu'il est un bon élève, essayer de ramener tout le monde à la règle, essayer de, de, de garder le monde dans la position la plus confortable pour lui, c'est-à-dire une forme de conservatisme. Et donc là, une des raisons pour lesquelles on pose des questions casque lourd, c'est qu'on a envie de montrer qu'on sait qu'on est en train d'oublier quelque chose, on a envie de se mettre en avant, de mettre en avant le petit Agnan que nous sommes tous. Donc il va falloir masquer le petit Agnan. Alors il y a un autre sujet avec les questions, et je vous rappelle que cette année a vu la disparition non seulement de Sean Connery, mais de John le Carré. Et John le Carré, il faisait des romans d'espionnage
Et l'un d'entre eux parle d'une liste perdue, c'est-à-dire que l'histoire est que un scientifique russe veut passer à l'ouest et les services américains lui envoient une liste de questions pour essayer de voir s'il est vraiment quelqu'un de sérieux. Et le problème, c'est que le scientifique disparaît, et là on s'aperçoit que la liste, elle est quelque part dans la nature, et qu'elle est beaucoup plus importante que les réponses. Que si les Russes tombent dessus, ils vont en savoir beaucoup plus sur nous que tout ce qu'on souhaite savoir sur eux. Et les questions que vous posez sont pareilles. Elles trahissent l'état de votre connaissance, elles trahissent l'état de votre savoir. Donc, vous devez poser des questions, certes, mais bien les poser. Alors, comment bien les poser? Donc, le premier point, ne pas se faire mousser. Bah oui, c'est tentant. On aimerait bien que tout le monde nous considère à notre juste valeur. Ça veut dire ne pas se faire mousser, poser des questions normales, les questions de Monsieur Tout-le-Monde. Et faire confiance à son interlocuteur pour en dire trop, pour aller au-delà de la question, pour que ce soit lui qui se fasse mousser, que ce soit lui qui nous montre que mais vous n'avez rien compris en me posant une question comme ça, à l'évidence, vous ne connaissez rien du tout. Deuxième point, on pose les questions nécessaires, c'est-à-dire les questions pour lesquelles on a vraiment besoin d'avoir une réponse. Et le dernier point, c'est un vieux conseil qu'on a peut-être pu vous faire il y a longtemps. Avant de poser une question, il faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche. Ça vous dit quelque chose, ça? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, il y a une première raison. C'est que ça vous permet à vous de vous demander si c'est vraiment une question nécessaire, de vous demander si c'est une question qui a pour objectif de se faire mousser ou si c'est une question qui est suffisamment Monsieur Tout-le-Monde. Mais c'est aussi les 4 à 8 secondes dont votre interlocuteur a besoin pour décider d'acheter, pour décider de vous revoir. Et si on le noie de questions, on ne va pas lui laisser le temps de sa décision. Donc vous voyez, les questions, ça a l'air d'être un sujet simple, mais pourtant, on le fait souvent de travers. Donc il va falloir travailler un peu ça. Merci Jean-Christophe. Voilà une qualité qu'on peut reconnaître chez certaines personnes, l'art de poser les questions, et pas seulement chez les journalistes ou chez les enquêteurs policiers, par exemple, mais ça fait partie de leur formation d'apprendre à poser les bonnes questions. Et merci de rappeler effectivement que le questionnement, c'est quelque chose qui se fait à deux, et que donc du coup, il faut laisser de l'espace à celui à qui on parle. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous pouvez bien entendu les poser dans le chat ou bien pour ceux qui sont là aujourd'hui, comme nous ne sommes pas une grande foule, vous pouvez les poser en direct. Moi, j'en ai une pour toi, Jean-Christophe, pour commencer. Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette chronique? Est-ce que tu te serais surpris en train de poser trop de questions ou trop vite, ou bien est-ce que tu as fait l'objet d'un questionnement par un journaliste ou une autorité administrative dans ces derniers jours? Alors non, pas ces derniers jours. En fait, la plus grosse partie de notre activité est de poser des questions. Et le moment où on commence à répondre, il faut être sûr qu'on on a bien tous les éléments
et donc on a bien posé suffisamment de questions avant. Et en même temps, comme toujours, ces activités qu'on fait de manière automatique, on oublie en fait qu'il y a derrière des tas de contraintes, des tas de choses qu'on a intériorisées, hein, qu'on a fait nôtres, mais qui ne sont pas si évidentes. Donc l'exercice m'a paru intéressant. En t'écoutant, ça m'a rappelé quelque chose que j'y reviendrai. Il y a une question de Sébastien. Quelle est la question type de Monsieur Tout le Monde? Ou y a-t-il des questions type de Monsieur Tout le Monde? Et tu peux revenir sur cet aspect de ta présentation peut-être. Oui, en fait, ce sont des questions où on accepte que l'autre puisse penser qu'on ne sait rien. C'est compliqué parce que, évidemment, vous n'avez pas envie que votre interlocuteur se dise: non, mais c'est bon, qu'est-ce que je fais avec ce gars? Donc, ce n'est pas des questions qui vous font apparaître comme un idiot, mais qui vous font apparaître comme quelqu'un qui n'a pas les informations. Voilà, effectivement, Sébastien pose la question de: est-ce que ça veut dire être candide? Oui, au sens où on veut que les gens comprennent qu'on est intelligent et donc qu'on mérite qu'ils nous répondent, mais on veut que les gens comprennent qu'on n'a pas le niveau d'information qu'ils ont et que c'est normal. Donc, par rapport à Candide, Candide a cet aspect de ne jamais prendre les leçons de ce qu'on lui donne. Donc, on a un moment où on a envie plutôt de lui mettre des gifles que de l'aider. Là, vous voulez qu'on vous aide. Alors c'est passionnant ces sujets, c'est qu'effectivement on peut aller maintenant tout à fait en profondeur puisqu'il s'agit d'une pratique que nous connaissons tous. Poser des questions, ça commence tout petit, et nous savons tous qu'on est plus ou moins bon dans ce genre de situation. Je partage avec vous alors voilà, hop, 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 mon écran, un livre que je vous recommande d'un auteur de science-fiction qui s'appelle Neil Stephenson. Euh, euh, c'est probablement un des plus grands romans de science-fiction publiés ces dernières années pour plein de raisons. Mais dans The Diamond Age, Neil Stephenson a un personnage qui est une petite fille. Et cette petite fille, elle ne répond jamais sans prendre 3 secondes de silence. Les 3 secondes de silence, c'est énorme dans une conversation. Et pourquoi est-ce qu'elle prend 3 secondes de silence? C'est une question que le héros du livre lui pose. Elle lui dit: ça permet à mon cerveau d'être plus intelligent. Et c'est vrai que si vous vous donnez 3 secondes entre le moment où l'on vous pose une question et le moment où vous y répondez, ou bien si vous vous donnez 3 secondes pour préparer une question, au lieu de parler tout de suite dans une conversation, attention, c'est un peu socialement délicat, hein, les gens n'ont pas l'habitude qu'on ne réponde pas de façon rapide dans une conversation, mais si vous le faites, vous allez laisser votre cortex préfrontal filtrer probablement quelques milliers de questions supplémentaires avant d'en choisir une. Hein, je vous rappelle, cerveau limbique, c'est 11 000 pensées par minute. Hein, cerveau conscient, c'est 10. Et donc, du coup, quand vous pensez que vous dites quelque chose, c'est juste votre cerveau moderne qui a filtré tout un tas d'informations et de questionnements qui se déroulent à toute vitesse dans votre cerveau limbique. Et donc, en prenant ces 3 secondes d'écart, comme le disait Jean-Christophe, et qu'on a tous entendu jeune tourner cette fois sa langue dans sa bouche, c'est-à-dire en prenant un pas de recul, la qualité de ce que vous
allez répondre ou la question que vous avez posée est absolument transformée. Voilà, là j'ai laissé 3 secondes à tout le monde pour profiter de ce petit partage. Diamond Edge, vous pouvez l'emporter avec vous, prendre un peu de bon temps si vous aimez la science-fiction. C'est de la science-fiction facile et abordable, hein, ça se passe pas dans l'espace, ça se passe sur Terre, juste un tout petit peu en avance sur notre société. Et il y a des thèmes notamment sur l'éducation et la capacité de la technologie à rendre l'éducation disponible pour tous les enfants, qui sont profondément intéressants et dans lesquels on vous retrouverait des choses qui se sont mises en place d'ailleurs depuis que le livre a été écrit. Et dans les exemples de personnes qui prennent un temps de réflexion avant toute réponse, regardez les interviews de Jordan Peterson. Et ça va aussi vous éclairer sur les questions. C'est-à-dire que vous avez dans les journalistes qui interviewent Jordan Peterson, des gens qui posent des questions qui dénotent de leur idée de ce que la réponse va être et en quoi ils sont contre cette réponse et en quoi. Donc, ils ne sont pas dans l'interrogation légitime. Ou Ils sont authentique. essayer de coincer ce qu'ils reprennent comme un adversaire. Et vous avez Jordan Peterson à chaque fois qui prend au moins une seconde avant chaque réponse. Et bien à la télévision, ça se voit. Une personne qui prend une seconde pour répondre, c'est énorme en fait. Mais à chaque fois, il arrive avec une réponse qui est convaincante. Donc c'est probablement une bonne chose. Nous y reviendrons et nous vous donnons donc rendez-vous en début d'année prochaine pour deux événements de grande importance. D'abord, le 5 janvier prochain, le séminaire de rentrée d'hiver qui se déroulera à la fois en présentiel et en digital, avec une formule un petit peu nouvelle que nous expérimenterons ensemble. Donc ce mardi 5 janvier, entre 9h30 et 18h. Donc des périodes un petit peu plus courtes que ce que nous faisons d'habitude. Si vous n'avez pas encore reçu votre invitation, levez la main, faites-vous connaître. Mais normalement, tout le monde a reçu un Save the Date, à défaut de l'invitation pleine, entière, apportée par un héros sur son cheval blanc avec sa trompette. Mais c'est ce qui ne saurait tarder, soyez vigilants. Deuxième grande nouveauté, ce sera la reprise des chroniques le vendredi qui suit, avec donc toujours ce plaisir de vous retrouver à la fois en live et puis sur les réseaux sociaux dès le week-end qui suit et après, bien entendu, en permanence sur la chaîne YouTube et sur Odyssée, Jean-Christophe, hein, ce nouveau service sur lequel l'ensemble de nos vidéos sont disponibles. Effectivement, pas seulement YouTube, mais Odyssée, puisque Odyssée a l'air d'être une des suites possibles à YouTube, avec un contenu dispersé. En tout cas, nous avons pris un très grand plaisir tout au long de cette année à vous accompagner de cette nouvelle manière. Hein. 2020 restera pour Passion Chassagne et compagnie l'année du lancement de ces chroniques à la suite des cellules de crise du début d'année. C'est toujours un exercice délicat chaque semaine d'amener une nouvelle idée, de la traiter de la façon la plus rigoureuse possible, ce qui est probablement un objectif à atteindre, une sorte de perfection que nous n'atteignons pas, mais nous sommes heureux de voir que en quelques dizaines de semaines, nous avons déjà laissé autant de traces de ce que nous avons glané dans nos rencontres avec vous. Et nous allons continuer, puisque nous avons confiance dans le fait que dans les années à venir, nous serons en mesure de continuer à trouver des sujets et à porter sur le devant de la scène. Pour certains, vous les connaissez déjà, pour d'autres, c'est nouveau, pour d'autres, enfin, qui ne nous rencontrent pas encore, mais qui découvrent
ces chroniques entrepreneuriales à travers les réseaux sociaux ou la chaîne YouTube, eh bien, bienvenue, il y en a beaucoup sous le capot. Et donc, on se réjouit qu'en 2021, nous ayons la possibilité de continuer à vous apporter de temps en temps une petite étincelle, un petit éclairage.